Yop. Alors en fait, je réfléchissais à une vaste question philosophique, une fois de plus. C'est une question que je me suis posée très tôt dans ma carrière et dont j'ai eu beaucoup l'occasion de parler avec des collègues. Et là, je suis amenée à reconsidérer encore cette question et y repenser. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je parle de la notion de risque important de burn-out en tant que dessinateur de bande dessinée, illustrateur et de façon plus large en tant que freelance, auto-entrepreneur, etc. Donc c'est un risque qui commence à être pas mal connu grâce aux youtubeurs parce que le fait de travailler comme ça, seul chez soi, à son compte, etc., ben, c'est beaucoup plus répandu qu'à une époque et du coup les risques pour la santé mentale et pour plein de choses sont plus connus qu'à une époque. Donc ça sera ma vidéo, mon récit, mon point de vue sera moins éloquent qu'il aurait pu être à une époque. Mais je pense que c'est quand même, ça fait une piqûre de rappel. Euh, dans une vidéo précédente, j'avais dit, je m'étais peut-être un petit peu mal exprimée. J'avais dit en gros que les dessinateurs de BD qui terminaient leur album en PLS à clamer qu'ils enchaînaient les nuits blanches, etc., c'est peut-être qu'ils exagéraient un petit peu ou que vraiment ils ne savaient pas s'organiser. Je ne reviens pas là-dessus, je m'explique juste, petite précision. Je parlais dans ce cas-là d'un auteur qui n'a rien d'autre à faire que son travail. C'est-à-dire qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de vie de famille, qui sort peu par choix. Hein, je dis pas par. Voilà, c'est parce que j'ai connu des gens comme ça, qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient une compagne ou un compagnon qui faisait tout pour eux et qui arrivaient quand même systématiquement à jouer un peu aux artistes maudits. Donc ça, je reviendrai pas dessus. Mais par contre, au-delà de ce genre de truc où certains aiment bien un peu en faire des caisses pour se plaindre et dire que c'est compliqué la vie, au-delà de ça, le risque de burn-out, de surmenage, etc. est vraiment très présent pour les dessinateurs de BD et illustrateurs en général. C'est un métier qui est hyper isolant et isolé, sauf si vous faites partie d'un atelier, mais en fait, le problème est juste reporté ou décalé. Parce que c'est le principe des. Comment ça s'appelle? Des coworking, non, c'est pas ça. Enfin, des espaces de travail commun. Euh, En fait, le problème, c'est qu'on se dit, je vais faire ça, je serai moins seul, etc. Mais en fait, comme on reste comme une micro-entreprise, à nous tout seuls, on reste quand même seul à gérer notre barque. Et en fait, c'est pas parce qu'on travaille avec 20 personnes autour que ces personnes-là vont être là pour nous assister. En fait, on peut en parler, bien sûr, ça aide un petit peu, mais on reste quand même seul avec nos problèmes. Et ça reste notre problème à gérer tout seul comme un grand. Donc ça peut être vraiment, vraiment pesant. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pour ça que je pense que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas parce qu'on dessine que qu'il faut se dire c'est pour moi, il faut que je devienne dessinateur de BD, parce qu'en fait c'est presque plus au final un travail d'entrepreneur que un travail d'artiste avec tout le cliché qu'on a en tête de ah, l'ami des papillons, il vit dans une prairie, c'est un artiste, c'est un rêveur, c'est un grand enfant. Alors cette phrase de c'est un grand enfant, non, en fait tellement pas. Enfin si vous saviez, la plupart des dessinateurs, peut-être qu'en festival ils donnent le change, mais en fait il y en a plein qui sont dépressifs jusqu'au trognon, il y en a plein en fait c'est des businessmen hyper organisés. Enfin non, retirez-vous cette image de c'est un grand enfant. Non, ça c'est dans votre tête que c'est un grand enfant. C'est voilà. Euh, donc, bref, vraiment faire attention à ce truc de burn-out, de travailler seul et voilà, de tout gérer et porter sur ses épaules. Et en fait, l'autre jour, j'ai vu un post Instagram, je crois, d'une dessinatrice. Alors, je la connais pas, c'est la première fois que je voyais son travail, donc je saurais pas dire qui c'était. Mais en gros, elle disait quelque chose comme j'ai lu la citation, c'est une citation connue de quelque chose comme fais le travail qui te plaît ou fais de ta passion un métier et tu ne travailleras plus un seul jour de l'année. Elle disait c'est faux, depuis que je fais ça c'est l'inverse, je travaille tous les jours de ma vie, même mes hobbies ça devient du travail. Et ça c'est vrai, je pense qu'il y en a plein de dessinateurs mais aussi de gens qui de façon générale ont un métier passion. En fait, ce qu'ils peuvent en témoigner, c'est que en fait, on fait plus que bosser parce que les hobbies qu'on a, bah, souvent, du coup, comme on dessine toute la journée, quand on a fini et qu'on veut faire autre chose, on se dit bah, qu'est-ce que je vais faire. Avant d'en faire mon métier, je dessinais quand j'avais un moment de libre.
Et là, du coup, je fais quoi? Et grande question existentielle, et ça peut paraître un peu ridicule ou futile ou superficiel dit comme ça, mais c'est une vraie question. C'est qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Ça peut être super compliqué à gérer en fait, et ça peut vraiment être, comment dire, je trouve pas le mot que je cherche, pardon. On peut se sentir vite désœuvré en fait. Parce que voilà, on est là, on dit, mais je fais quoi? Et parfois, faut vraiment aller réapprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime, etc. Ça peut être vraiment très déstabilisant en fait. Euh, donc déjà, il y a tout ça. Et ensuite, il y a vraiment un truc que je constate chez moi et chez d'autres gens, c'est que surtout quand on a eu une grosse période de travail, après, c'est un peu dur de décrocher. Parce qu'il y a vite une culpabilité qui se fait de, comme on génère nous-mêmes notre travail et comme quand on ne travaille pas, on n'est pas payé, on n'a pas droit au chômage, on n'a pas de vacances payées, on n'a pas vraiment de congé maladie ou quoi que ce soit. Ben, du coup, il y a une énorme responsabilité sur les épaules des freelances. Et du coup, une culpabilité qui va souvent avec de se dire euh, si j'ai pas de travail, c'est ma faute, et si je ne travaille pas, je risque pas de retrouver du travail. En fait, on est en recherche perpétuelle de travail, ça peut vraiment être usant. C'est Antoine Naudet qui m'avait dit ça il y a très longtemps, c'est au moment où je commençais. Et moi, comme une imbécile heureuse, je commençais, j'étais là comme une jeune inconsciente. Je m'étais dit, mais n'importe quoi, parce qu'il m'avait dit quelque chose comme c'est fatigant parce qu'en fait, je suis tout le temps à la recherche de travail et en fait, sur le long terme, c'est usant. Et moi, j'étais là avec mon discours à l'américaine de ah, n'importe quoi, quand on veut, on peut, il faut avoir le feu sacré, machin. Mais non, en fait, je peux vous le dire, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je travaille. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en faisant mes études à côté. Donc je travaille vraiment à temps plein depuis 2009. Ouais, franchement, ouais, je le sens passer. Je suis passée par plein de moments de vie plus ou moins compliqués. Il y a eu beaucoup de vagues dans mon travail. Il y a eu des travaux annulés pour raison X ou Y. Il y a des gens qui m'ont lâché. Il y a eu des histoires de disputes. Il y a des gens qui ont fait faillite, donc qui ont dû annuler le projet, etc. etc. Et en fait, ouais, c'est usant et toujours, toujours, toujours devoir rebondir. Se dire, j'ai pas encore terminé un travail, il faut déjà que je réfléchisse à la suite. Vraiment, à long terme, c'est usant. Je dis pas qu'on a le pire métier du monde ou quoi que ce soit, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour expliquer une réalité. Et, euh, et du coup, euh, la question de travailler tout le temps et d'accepter n'importe quel travail va vite se poser en fait. Euh, et encore une fois, ça va vraiment à l'encontre du cliché qu'on peut avoir. Alors cette fois, c'est le travailleur indépendant ou l'artiste un peu branleur sur les bords, qui va pas faire grand chose, qui est toujours en retard, qui glande rien de la journée. Désolée, je suis un peu vulgaire. Euh, qui voilà, qui zone un peu et puis qui d'un coup, alors ça on le voit parfois aussi à la télé, c'est l'image du dessinateur. Je me rappelle, c'est dans Desperate Housewives, ça m'avait fait hurler. On voyait le personnage de Susan Mayer qui illustrait des livres pour enfants. Elle n'est pas illustratrice jeunesse, elle illustrait des livres pour enfants. Déjà, le vocabulaire choisi fait très bébé, donne un peu l'impression que voilà, en plus c'est une housewives. Donc en fait, on dirait vraiment que c'est son truc qu'elle fait sur son temps libre. On dirait pas du tout que c'est une artiste concrète qui travaille, qui a des délais, qui doit envoyer des mails, qui doit s'occuper de ses réseaux sociaux et de faire sa com et de faire son réseau, etc. On dirait vraiment quelqu'un qui dessine sur un coin de table le week-end. Et d'ailleurs, le peu de fois dans cette série où on la voit travailler, elle est vraiment littéralement sur un coin de table dans sa cuisine. Et on voit qu'elle a un petit bout de feuille, puis elle est là avec un pinceau, et on voit bien qu'elle fait rien. C'est je m'amuse. Oui, non, ça marche pas du tout comme ça, voilà. Vraiment, il existe plein de vidéos de gens qui filment leur quotidien, et je les regarde pas spécialement, mais vous verrez, non, ça marche pas comme ça. C'est pas on se met sur un coin de table où on se dit oh, inspiration, ça y est. Non, pas du tout. Vraiment, ou très rarement, peut-être une fois sur 1000, ça doit arriver, mais c'est vraiment pas le lot quotidien. Euh, du coup, je m'égare, je pars un peu dans tous les sens, c'est pas très grave. Euh, je parlais du fait d'être tenté de travailler tout le temps. Et donc je fais une parenthèse, c'est aussi sur la notion de est-ce qu'on travaille par envie ou pour gagner de l'argent. C'est vraiment une question presque au cœur de notre métier, je pense, de la réalité de beaucoup de dessinateurs, peut-être pas tous. Euh, mais en fait, c'est vraiment, parfois, on va avoir
des commandes, c'est pas forcément qu'elles sont inintéressantes ou quoi, c'est que ça va pas du tout dans ce qu'on veut faire à long terme. Euh, mais c'est bien payé. Et par contre, des fois, on a des choses qui vont pas être payées ou mal payées, mais que vraiment ça nous fait plaisir de les faire. Et parfois, il faut trouver un équilibre parce que ça peut aller vite de ne faire plus que de la commande et d'oublier à la base pourquoi on est devenu dessinateur et du coup de faire ces commandes, on travaille comme comme si on faisait n'importe quel travail qui n'est pas du tout un métier passion. Et sans dire qu'on va à la mine, ça se ressent chez certains dessinateurs, c'est vraiment... On voit que c'est pesant, le quotidien est dur, il n'y a pas de plaisir dans ce qu'ils font, et c'est devenu quelque chose de normalisé en fait. Euh, et du coup, c'est parfois compliqué de trouver le pendant, de réussir à faire des choses qui nous font plaisir pour contrebalancer, même si c'est pas payé. C'est vraiment une vraie question, hein. En plus, selon les gens, on n'a pas les mêmes besoins financiers ou quoi, selon notre vie, selon plein de choses, donc c'est compliqué. Mais quand même, je pense qu'il est très important de garder ses propres projets personnels, déjà, ne serait-ce que pour sa santé mentale, comme on dit de nos jours, pour être bien avec soi-même, pour être bien dans son quotidien, dans son métier, pour se rappeler pourquoi on a fait ça à la base. Et puis, au-delà de ça, en fait, c'est alors une question un peu plus... C'est presque un peu plus pervers, en fait, comme truc qui peut se mettre en place. C'est que... je vais inventer un exemple, mais j'ai déjà vu ça plein de fois. Je vais dire n'importe quoi, je vais dire quelqu'un se retrouve à dessiner une bande dessinée sur euh, les laboratoires scientifiques. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, j'invente complètement. Il va faire une bande dessinée comme ça lui a été proposé, c'était une commande. Un éditeur voit ça, il dit ah c'est pas mal ça, j'ai une BD à faire sur les laboratoires scientifiques, est-ce que tu peux m'en faire une? Et en fait de fil en aiguille, cette personne va être associée au laboratoire scientifique. Sauf que lui, à la base, ce qu'il veut, c'est dessiner des scarabées. Je dis n'importe quoi. Et voilà, il aime dessiner les insectes, les scarabées et les papillons. Et son truc de laboratoire, il dessine plus que des tubes à essai. Voilà, c'est pas trop le même délire. Et l'exemple, il est nul, mais je comprendrai. Et en fait, le risque, donc, quand on répond à trop de commandes, c'est que les gens ne sachent pas ce qu'on aime vraiment dessiner, ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, etc. Et l'avantage, à l'inverse, quand on dessine beaucoup pour le plaisir, mais aussi, il faut mettre ça en ligne, il faut que ça sorte des placards, sinon ça sert à rien, entre guillemets, à part à se faire plaisir, euh, ça va permettre d'avoir un élan vers ce qui vous plaît vraiment. Et j'insiste là-dessus, récemment, j'ai découvert le travail de plusieurs illustratrices qui, d'après ce que j'ai compris, sont toutes spécialisées dans les dessins de dinosaures. Ça m'a surprise, mais c'est cool. Et elles se présentent comme dessinatrices de dinosaures. Et elles ont l'air de dessiner quasiment que des trucs sur les dinosaures de près ou de loin. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis un peu waouh, mais c'est incroyable! Et en fait, à la fois, je me dis, bah, c'est pas sorti de nulle part, c'est bien car moi, elles ont clamé ça. Et c'est aussi des choix. Et moi, depuis quelques temps, j'accepte de dire non à certaines commandes en disant écoutez, moi je suis spécialisée en dessin animalier, c'est ça qui m'intéresse. Moi j'aime dessiner des forêts, des animaux, j'aime aussi dans un tout autre genre dessiner les costumes d'époque, les trucs anciens, les trucs vikings, les trucs celtes, les choses historiques avant 1930 à peu près. Après, ça m'intéresse plus, j'ai pas envie de dessiner des trucs de guerre ou quoi, ça. C'est pas mon truc, j'ai rien contre, mais moi j'ai pas envie de dessiner ça. Et, et en fait, c'est vraiment un choix que j'ai fait trancher où j'ai refusé plusieurs propositions d'albums et de commandes parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, tout le monde a dû se donner le mot. On m'a proposé 2 fois, je crois, de suite, de faire des projets sur la Première Guerre mondiale. On m'a proposé d'illustrer un projet sur une guerre où il y avait plein de tanks à dessiner, de bombardements, de gens morts, de charniers. Enfin, non, enfin moi j'ai pas envie. Et en fait, à côté de ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça commence quand même à se savoir depuis le temps que j'aime bien dessiner les animaux. On me propose pas de projet animalier ou très peu. Et c'est à moi au bout d'un moment de réaffirmer ça, de dire non, non, ça m'intéresse pas, je dessine pas, désolé. Par contre, si vous avez des projets sur ça, ok. Donc c'est un peu tranché hein, comme truc. Forcément, je me ferme des portes, mais je me dis à long terme, ça m'évitera d'aller dans le mur en devenant spécialiste de bande dessinée de guerre, alors que j'ai pas du tout envie de me diriger vers ça. Voilà. Et du coup, je vais terminer sur le... Comment ça s'appelle? L'emploi du temps au quotidien. J'avais une discussion il y a longtemps avec une illustratrice. Ça faisait quelques années que je dessinais professionnellement.
Et en fait, j'arrivais pas à m'organiser. Et je pense que j'avais comme une énorme culpabilité de me dire, par rapport à mes parents qui étaient dans un travail salarié lambda, à temps plein, euh, et par rapport à la plupart des gens que je connaissais à ce moment-là, j'avais une énorme culpabilité à me dire, moi, je gère mon emploi du temps comme je veux. Et du coup, j'étais à la fois dans la culpabilité, à la fois à vouloir prouver que je travaillais, que j'étais pas une fainéante ou quoi que ce soit. Je, je me mettais à mon bureau le matin et des fois j'avais rien à faire ou j'arrivais pas à bosser parce que c'était vraiment pas le moment en termes d'énergie ou quoi que ce soit. Et du coup je restais là et je me forçais à rester à mon bureau jusqu'au soir, horaire de bureau quoi, à 17h. Et donc j'en ai parlé avec une dessinatrice et cette conversation a changé ma vie. Elle m'écoute, elle me dit bah ouais, écoute, pendant longtemps j'ai fait comme toi mais maintenant plus du tout. J'étais surprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, elle m'explique qu'elle s'est rendue compte qu'elle, en gros, avant 14h, elle arrive à rien faire, qu'elle est pas bien réveillée, que les connexions là-haut ne sont pas bien faites et que ça fonctionne pas. Par contre, qu'elle a des espèces de fulgurances entre 14h et 2h du mat. Voilà. Du coup, elle explique qu'en fait, le matin, elle fait ses trucs. Elle va voir ses potes, elle va au ciné, elle va se promener ou juste elle reste chez elle, elle fait ce qu'elle a envie de faire et que quand elle sent l'envie qui commence à monter, ce qui arrivait chaque jour, hein, d'après ce qu'elle me disait, là, elle allait travailler. Et qu'en fait, elle se bloquait pas sur un emploi du temps fermé. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, si vous avez des enfants ou une vie de famille qui vous demande des horaires, hein. C'est forcément ce que je raconte, c'est beaucoup plus simple si vous vivez seul ou en tout cas, il n'y a pas d'enfants à aller gérer en allant les chercher à l'école. Mais bon, bref, euh, cette façon de penser, ça a changé ma vie. Du coup, moi, j'ai appliqué ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des moments, bah, c'est pas le moment, en fait. J'essaye, mais j'y arrive pas. Tout ce que je dessine, c'est nul. Je suis pas dedans. J'ai aucun plaisir à faire ce que je suis en train de faire. Euh, et d'autres moments, je sens vraiment que voilà, c'est le moment. Donc, c'est déstabilisant, hein, parce qu'il faut accepter de lâcher prise, comme on dit, de s'écouter un peu, mais de lâcher un peu et de se dire ben, l'envie quand elle viendra, elle viendra. Après, moi c'est facile pour moi de dire ça parce que je l'ai déjà dit, j'ai pas de problème de procrastination. Je me mets au travail facilement, j'ai même tendance à pas réussir à m'arrêter, à pas réussir à prendre de vacances ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est un peu facile pour moi de dire ça. J'imagine qu'on n'est pas tous égaux là-dessus et que quelqu'un qui a du mal à se mettre au travail peut très bien, s'il suit ma logique, ne rien faire pendant 4 ans et là, c'est pas ce qu'on veut. Euh, mais quand même, en tout cas, essayer de s'écouter un petit peu plus, plutôt que de se forcer absolument à faire des choses et se dire, par exemple, bah, si je vois que je suis pas du matin, bah, le matin, je fais ma paperasse, je fais mes mails ou je fais, j'en sais rien, je fais mes corvées dans la maison qui n'ont rien à voir avec mon travail. Euh, et puis, du coup, quand je sais que je suis plus à même de travailler, bah, là, je m'y mets. Il y a aussi des gens qui aiment travailler la nuit et en journée, ils font rien. Et l'inverse aussi, hein. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu à vous de voir votre emploi du temps. Et du coup, j'avais repris cette conversation, j'avais parlé à Léa Mazet, à une époque où on habitait vraiment pas loin toutes les deux, donc on se voyait assez régulièrement. Pardon, Léa c'est une dessinatrice de bande dessinée et illustratrice, et en fait, elle se posait elle aussi un peu ces questions-là que j'avais posées moi-même des années avant à la dessinatrice. Et on en avait pas mal parlé, j'avais répété ce que je viens de vous dire sur le discours qu'on m'avait donné de t'es pas obligé de faire des horaires de bureau. Et en fait, en parlant, au fur et à mesure, on s'était dit, des fois, en fait, ça peut aussi aller vite de se sentir mal, de frôler le burn-out, ou de se sentir hyper oppressé dans son boulot, et résultat, de plus avoir envie de travailler. Parce que, en fait, dans des périodes, surtout où on a beaucoup de boulot, où on essaye de construire son portfolio, des périodes où en tout cas on travaille beaucoup, euh, on va faire plus que travailler. Et on n'a plus de temps, on a l'impression de passer à côté de sa vie en fait, parce qu'on travaille, et ça peut être sympa, mais on n'a pas de vie sociale et on fait rien qui nous plaît de façon plus intime, profonde, à part le dessin. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais le dessin, des fois on dessine des trucs qui nous intéressent pas, hein. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on dessine que voilà. Enfin, je vais inventer un exemple encore une fois, mais si on me demande de dessiner des cuillères, je sais pas pourquoi des cuillères, mais bon, ça va me faire marrer 5 minutes, mais si j'ai 2 mois où je dois dessiner des cuillères, au bout d'un moment, peut-être que ça va un petit peu me fatiguer. Et du coup, bref, tout ça pour dire que en parlant avec Léa, on s'était rendu compte que si
dès le matin, on s'accorde ne serait-ce qu'une demi-heure. Pas énorme une demi-heure dans une journée, une demi-heure pour faire un truc qui nous plaît, donc ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous plaît à vous. Donc aller se promener, regarder une vidéo qui nous plaît, euh, passer un coup de fil à un ami, faire du tricot, s'occuper de ses plantes, voilà, peu importe en fait ce que c'est, aller à la mer. Mais en tout cas, se prendre un temps dès le matin pour faire cette chose. Et après, ça va un petit peu comme feinter le cerveau parce que au moins ce temps-là, il est pris et le cerveau se dit ok, j'ai eu mon moment de confort dans la journée et du coup, maintenant, je peux partir sur autre chose. Il y a des gens qui réfléchissent de façon exactement inverse, ils réfléchissent à la récompense et c'est je vais vraiment travailler dur toute la journée et je sais que ce soir, j'aurai ma récompense. Et je pense qu'on n'est pas égaux non plus là-dessus parce que j'avais essayé de mettre ça en place, ça marchait pas du tout. C'était vraiment. Mon cerveau était là à me dire non, non, tu rigoles ou quoi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et le nombre de fois où cette récompense, je l'ai pas eu parce que t'es rentré crevé le soir ou parce que en fait, t'as arrêté de travailler à minuit et du coup, tous les magasins étaient fermés et tout ce que t'aurais dû faire, tu le reportes. Bah, du coup, ça marchait plus. Donc, voilà, vous avez ce truc de récompense après le travail, pardon. Mais vous pouvez aussi vous dire, je fais mon truc sympa de la journée avant le travail. Ça, c'est pas mal aussi, en fait, finalement. Voilà. Ben, c'était long hein, encore. C'était long, mais j'en ai ressenti le besoin parce que j'ai eu pas mal de discussions avec des gens, des collègues et avec moi-même aussi à chercher l'équilibre entre est-ce que je travaille juste pour me prouver que je travaille, même pour un truc en fait qui me plaît pas, qui est mal payé, qui est avec des gens qui sont pas cool. Mais je me déculpabilise moi-même en disant oui mais je travaille. Euh, ou est-ce que je travaille parce qu'il faut, ou est-ce que je travaille parce que ça me plaît. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et c'est parfois bien de se reposer la question de où est-ce qu'on en est. Et puis aussi, ça je l'ai pas trop abordé, mais c'est cette question de ben, si le dessin reste un hobby, parfois on n'a plus envie en fait. Je connaissais un dessinateur qui appelait ça des art blocks. Quand on n'arrivait plus, il disait ouais t'es bloqué et tout. Faut laisser faire, ça va revenir. Des fois c'est très inquiétant parce que pendant des mois, des fois ça revient pas l'envie de dessiner. Et c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave en fait. Je crois pas avoir entendu très souvent des gens me dire ça arrive, me dire j'en sais rien. Ouais, avant j'adorais aller au cinéma et maintenant j'ai plus envie. Ah, faut que je me remotive. Enfin, je crois que les gens en général se disent ah, tiens, en ce moment j'ai plus envie d'aller au ciné. Ouais, ben, ça reviendra et puis en attendant je vais faire d'autres trucs qui me plaisent. Peut-être hein, sinon qu'on se crée des culpabilités comme ça, mais franchement quand on remet ça dans le contexte 5 minutes, ça n'a aucun sens, non? Enfin, je sais pas. Si on sort vraiment plus, par exemple, après les confinements, il y a plein de gens qui n'arrivaient plus à sortir, j'en faisais partie. On ne voyait plus l'intérêt, on n'arrivait plus à se bouger. Je pense que c'est encore pas mal le cas d'après ce que j'entends. Si on sent vraiment plus, c'est un petit peu dommage. Mais en fait, est-ce que c'est si grave que ça? Je sais pas. Hein. Enfin, grave au point de s'en rendre malade, à s'autoflageller en disant ouais, il faut que je sorte maintenant, il faut que je fasse ce truc qui avant me plaisait tellement. Peut-être que si ça vous plaît plus, ben c'est que c'est pas la bonne période, ou peut-être juste que vous êtes fatigué, qu'en fait ce dont vous avez vraiment besoin c'est d'aller dormir et que l'envie reviendra quand vous serez reposé. Je sais pas, bref, c'est une vraie question que je me pose. Mais moi-même, je fais tout le temps des trucs comme ça. Encore tout à l'heure, je me disais, oh, j'ai pas fait de céramique depuis longtemps, il faut que j'en fasse. Alors que c'est vraiment mon hobby. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune prétention derrière, professionnelle ou autre. Et pourquoi en fait enfin, je sors d'une période de travail intense qui a duré des mois. J'ai eu pas mal de soucis, j'ai appris des nouvelles vraiment pas cool. Enfin, c'est dur la vie en ce moment. J'ai peut-être le droit pendant une journée de me dire c'est pas grave si tu fais pas grand chose. Bref, les réflexions philosophiques du jour. Je vais faire un jingle qui s'appellera. Alors, je cherchais à une époque, je faisais un truc. C'était des petits dessins, c'était les bons conseils de Tata Lelex. Là, ça pourrait peut-être être les anecdotes de Tata Lelex. Ça pourrait être pas mal. Et il y aurait un rond, comme celui des Looney Tunes, et il y aurait ma tête qui apparaît comme ça. Et puis il y a une musique. Et voilà, et ce serait les anecdotes de Tata Lelex.
tel le père Castor qui raconte ses histoires. Voilà. Insuffler sa longue expérience et au final tout le monde s'en fout, mais voilà. Il est pas désagréable le père Castor, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bonne soirée.